tous, merci de nous rejoindre sur ce 9e webinaire du plan dépérissement. Aujourd'hui, nous allons parler du Cournoué et de la gestion du Cournoué avec les couverts végétaux. J'accueille du coup aujourd'hui pour parler des couverts végétaux Marion Claverie de l'IFV, Coralie Deoisme de Bordeaux Sciences Agro et Géraldine Huriel du comité Champagne. Je laisse la parole sans plus tarder à Géraldine qui va démarrer le webinaire. Bonne écoute à tous et à très bientôt. Bonjour à tous, donc on va parler des plantes nématicides et de leur utilisation dans la lutte contre le cournoué. Et donc on va commencer par une introduction en rappelant qu'est-ce que le pathosystème du cournoué, on va revenir sur les symptômes, ensuite les leviers dans la lutte contre le cournoué. On reviendra ensuite sur le contexte et l'historique qui nous ont amenés au choix de plantes candidates pour lutter contre le cournoué, les essais damiers, les essais bandes et enfin on abordera les perspectives en conclusion. Alors, la diapo se fait attendre, mais on va passer aux symptômes de la... Parfait. Donc, pour ce qui est des symptômes du cournoué, donc il y a un symptôme qui est très reconnaissable, qui est la panachure, parce qu'elle se voit de loin. C'est ce que l'on voit ce qui saute aux yeux quand on voit un coteau, avec une belle tache jaune. Donc, cette panachure, elle peut être réticulée ou diffuse. Mais il y a aussi un autre symptôme qui est très caractéristique sur feuille, c'est le tour du limbe qui se déforme et qui donne cet aspect en éventail et qui donne son nom donc de fin de leaf à la maladie en anglais. Ensuite, il y a les symptômes sur rameaux. Donc, le symptôme le plus caractéristique est sans doute le raccourcissement des entrenœuds qui donne à la plante un aspect lumineux. Il y a également une croissance en zigzag, une division des rameaux en balais de sorcière et puis un aplatissement de ceux-ci. Et enfin, les symptômes sur grappe, donc coulure et mirandage que vous notez sur les parcelles très cournouées et qui peuvent induire des pertes de récolte allant jusqu'à 80%. Donc, les symptômes du cournoué sont variés et pour cause, le pathosystème du cournoué est un pathosystème complexe qui fait intervenir plusieurs acteurs que je vais vous présenter. Donc, vous avez déjà la vigne, les nématodes vecteurs et les virus. Et on va revenir sur chacun d'entre eux. Donc, la plante, je devrais dire les plantes, puisque derrière la vigne, il y a une diversité qui est considérable, avec environ 1300 clones inscrits au catalogue, 450 variétés cultivées différentes, 31 porte-greffes, ce qui fait des milliers de combinaisons possibles et autant d'individus qui peuvent se comporter différemment vis-à-vis du cournoué. En ce qui concerne les nématodes, vous voyez qu'il y a 26 000 espèces, dont 11 000 présentes dans le sol, 4 000 qui sont phytoparasites, et nous, on a deux espèces principales vectrices du cournoué, qui sont Xiphinema index et Xiphinema index, dont on va parler ensuite, et Xiphinema diversicodatum. Enfin, si on regarde les virus, il faut savoir que la vigne, c'est un vrai réservoir à virus, puisqu'à ce jour, on a identifié 80 virus qui s'attaquent à la vigne, et il y a de nombreuses co-infections, ce qui rend le diagnostic de la maladie compliqué. Donc, les deux principaux virus qui provoquent la maladie du cournoué sont l'ARMV ou le GFLV, donc Arabic Mosaic Virus et Grapevine Fan Leaf Virus. Et dans la suite de l'exposé, on va parler d'un couple plus particulier, donc on va parler du GFLV qui est transmis par Xiphinema index. Donc, si tous les viticulteurs et tous les techniciens s'accordent pour dire que le cournoué est un vrai problème qui provoque des pertes de récolte et qu'il s'étend, il y a quand même de nombreuses questions qui se posent parce que comment évaluer réellement sa prévalence et sa nuisibilité? Quels sont les outils de diagnostic dont on peut disposer pour faciliter justement le diagnostic du cournoué? Comment retarder les symptômes? Comment atténuer les symptômes et améliorer l'état de la plante et surtout sa production? Et est-ce qu'il existe du matériel végétal plus tolérant? Donc, pour répondre à toutes ces questions, il ne va pas y avoir un levier, mais une combinaison de leviers à explorer.
Et donc, voici une diapositive qui essaye de les résumer. Donc, on va pouvoir agir sur les plantes, avec les plantes nématicides pour diminuer les populations de vecteurs dans le sol. On va pouvoir actionner le levier de la nutrition pour améliorer l'état de la plante en diminuant les symptômes, en améliorant le rendement et la vigueur. On va pouvoir venir agir sur le matériel végétal en utilisant les porte-greffes qui, en conférant une meilleure vigueur à la plante, vont également diminuer l'expression des symptômes, améliorer le rendement et la vigueur. Et enfin, on va pouvoir venir agir aussi sur un volet un peu plus innovant qui est la prémunition. Et là, la prémunition, l'idée générale qu'il faut retenir, c'est qu'on va utiliser des variants du virus du Cournouet hypoagressif pour protéger la plante en quelque sorte vis-à-vis de variants qui seraient plus agressifs. C'est une sorte de vaccination. Donc, pour évaluer tous ces leviers, eh bien derrière, il n'y a pas un, mais des projets complémentaires qui sont mis en place. Donc, vous voyez quelques-uns de ces projets qui sont listés. Donc, on va parler je vais vous présenter de façon plus précise quelques-uns de ces projets. Donc, il y a le projet Jacinthe, qui est un projet soutenu par le PNDV, qui lui va explorer plusieurs pistes des plantes nématicides, que ce soit en jachère ou en granulé. On va venir également jouer sur l'apport nutritif et on va évaluer également les porte-greffes pour leur vigueur et voir comment cette vigueur conférée peut améliorer le rendement et la vigueur de la plante en diminuant l'expression des symptômes et améliorer le rendement puisque c'est l'objectif final. Il y a le projet Couperé qui lui s'attache plus sur les aspects prévalence et nuisibilité, et le projet Vaxivine qui est également un projet PNDV et qui est entièrement consacré donc à la prémunition et donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, trouver des variants hypoagressifs qui pourraient protéger la plante de surinfection de virus plus agressifs. Et vous voyez que toute cette combinaison de projets complémentaires, on espère qu'ils vont nous amener à des pistes complémentaires pour lutter contre le Cournouet. Et une des pistes que l'on va aborder de façon plus précise maintenant et qui va vous être exposée, c'est le volet des plantes nématicides, dites nématicides dans la lutte contre le Cournouet. Donc, parmi l'ensemble des leviers que vient de vous présenter Géraldine et donc qui s'inscrivent, comme elle vient de vous le dire, dans une démarche intégrée de gestion du Cournouet, nous allons nous attarder sur l'utilisation des couverts végétaux, donc entre l'arrachage d'une vigne et sa replantation. Alors, comme vous pouvez le voir, ce travail a débuté il y a maintenant plusieurs années et l'objectif initial au départ, c'était de trouver une solution alternative au traitement du sol qui visait à éliminer les populations de nématodes. Et donc, afin de trouver les plantes les plus efficaces dans la lutte contre le Cournouet, nous avons divisé ce travail en 3 étapes. La première étape étant une étape de tri parmi une large liste d'espèces pressenties pour leur capacité nématicide. Donc, ce tri a été réalisé en conditions contrôlées, donc c'est des essais qui ont été réalisés en serre. L'objectif était donc de faire un screening sur une trentaine d'espèces, dont ces espèces ont été choisies sur leur rusticité, puisqu'on travaille sur sols viticoles, qui ne sont pas les sols les plus fertiles parmi les sols agricoles, sur leur capacité d'enracinement, parce qu'on sait que les nématodes contre lesquels on va devoir lutter, on peut les retrouver dans des horizons assez profonds au niveau du sol, et puis sur des propriétés nématicides connues, soit de l'espèce, soit d'une espèce appartenant à la même famille. Alors, comment nous avons réalisé ces essais? Nous sommes partis de terres que nous avons recueillies dans des parcelles viticoles, que nous avons stérilisées et réparties dans différents pots. Et nous avons stérilisé de manière à éliminer tous les nématodes qui étaient précédemment présents. Et nous avons inoculé un nombre connu de nématodes dans chacun des pots. Ensuite, dans ces pots, nous avons réalisé les semis des plantes candidates ou implanté un plan in vitro de vigne comme témoin. Et nous avons conservé des pots sans aucun semis, des témoins sol nus, parce que l'objectif
dans cette sélection de plantes, eh bien d'avoir une efficacité plus importante des jachères semées par rapport à ce qu'on appelle une jachère noire. À la fin d'un cycle de culture, on récupère la totalité de la terre présente dans ces pots et on réalise une extraction de manière à recueillir l'ensemble des nématodes et on comptabilise les nématodes vivants après un cycle de culture. Donc, chaque espèce a été testée dans plusieurs, déjà répétée plusieurs fois au sein d'un même essai et testée dans plusieurs essais. Et l'ensemble des essais vous est résumé sur le graphique qui est présenté ici. Alors, l'objectif étant bien de comparer donc les résultats sont exprimés en pourcentage de Xiphinema index subsistant après un cycle de culture par rapport au nombre de Xiphinema index subsistant dans notre sol nu, qui figure ici sur l'histogramme gris et qui est ramené à 100% afin de pouvoir comparer les différents essais et les différentes plantes. Donc, toutes les plantes qui sont sur la gauche, on a pu constater une augmentation des populations de Xiphinema index et toutes les populations sur la droite, une diminution des populations de Xiphinema index sur un cycle de culture. Pour toutes les plantes qui sont en jaune, on a considéré que l'effet était neutre puisqu'on n'avait pas de différence significative statistiquement avec le sol nu. On retrouve les cosmos, les zinnias, qui sont des plantes, par exemple, qu'on trouve dans un bon nombre de mélanges commerciaux, mais également la fétuque rouge, ou le trèfle incarnat. J'attire votre attention sur l'orge, qui, vis-à-vis du Xiphinema index, est considérée comme une plante neutre, mais qui est connue pour être une plante hôte à la fois du virus de la RMV et de son vecteur Xiphinema diversicodatum. Ensuite, on a toute une catégorie de plantes, ici en rouge, sur lesquelles Xiphinema index s'est multiplié. Donc, on retrouve assez logiquement notre témoin vigne, mais également le sorgho, le chanvre, la facélie ou le sarrasin. Ces deux dernières se retrouvent également dans un certain nombre de mélanges et la facélie est encore assez régulièrement recommandée comme plante nématicide. Mais on peut voir ici qu'en ce qui concerne le problème qu'on a en viticulture et les nématodes qui nous intéressent ici, ce n'est pas le cas. Enfin, toutes les plantes en vert sont donc des plantes pour lesquelles on a eu un effet nématicide. Et puisqu'on est bien sur les plants en pot, donc on n'évalue pas un effet nématifuge, mais bien un effet nématicide. Et on a sélectionné les 8 plantes qui avaient donné les meilleurs résultats dans ces conditions contrôlées de température, d'hygrométrie et de lumière pour la phase suivante, et qui est une phase de terrain, et on a préalablement vérifié en renouvelant l'expérimentation, mais cette fois-ci avec des nématodes virulifères, donc porteurs du virus, que ces plantes n'étaient pas hôtes du GFLV. Donc on passe ensuite à une phase terrain. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif, mais c'est un dispositif qui a été pensé exprès pour évaluer les plantes nématicides au terrain, puisqu'on ne peut pas faire une évaluation des populations de nématodes avant, réaliser le semis et refaire une évaluation après. Donc, on compare toujours les plantes semées par rapport à des témoins sol nus qui encadrent cette plante semée. Et c'est des dispositifs qui sont assez lourds, dans lesquels on ne peut pas mettre un grand nombre de plantes par essai, parce qu'il faut beaucoup de sol nu par rapport aux plantes semées. Et donc, on a pu réaliser 7 essais avec 3 à 5 espèces à chaque fois. Et vous avez ici sur la carte de France la répartition des différents essais, alors avec une grosse localisation sur Bordeaux où les essais ont commencé, mais afin de prendre en compte les différences de conditions pédoclimatiques, il y a également des essais qui ont été réalisés en Bourgogne et en Alsace. Donc vous avez ici illustré la mise en place de ces essais avec des semis au semoir monoline sur des petites placettes de 3 mètres sur 3 ou de 4 mètres sur 4. Les plantes ensuite se développent. On les évalue également sur un cycle de culture. Elles sont alternées avec des témoins sol nus qui sont entretenus mécaniquement. Et après le cycle de culture, on réalise des fosses pédologiques sur chacune des placettes. Donc, une fosse sur la plante semée, puis une fosse sur la placette sol nu, ainsi de suite sur l'ensemble de l'essai. On réalise les prélèvements dans les fosses pédologiques et on réalise de nouveau des extractions de terre pour dénombrer les populations de nématodes. Vous avez ici sur la dernière photo illustré la densité de prélèvements sur les parcelles. Les résultats qu'on obtient
peuvent se présenter ainsi. Chaque rond représente un prélèvement et plus le rond, le cercle est de taille importante, plus les populations de nématodes étaient importantes. Et vous pouvez voir sur ce graphique la localisation en foyer qui est bien connue des populations de nématodes. Et donc, le dispositif mis en place permet de prendre en compte cette variabilité intraparcellaire. L'ensemble des résultats des différents essais est représenté sur ce graphique. On compare toujours donc au sol nu. Le sol nu est représenté ici par l'axe qui coupe les ordonnées en 0. Tous les histogrammes qui vont être sur le dessus représentent une augmentation des populations de nématodes, tandis que tous les histogrammes qui sont en dessous de la ligne du 0 représentent une réduction des populations de nématodes dans les essais. Donc, globalement, au terrain, on a eu une confirmation des résultats de la phase 1, mais on a des exceptions. Je vais y revenir. Et on peut voir qu'on a une variabilité entre les essais et une variabilité pour une même plante et une variabilité au sein d'un même essai pour les différentes plantes. Donc, les semis ont été réalisés soit à l'automne, soit au printemps. Vous avez la liste des plantes testées pour les différents semis. Au niveau des exceptions dont je vous parlais tout à l'heure, on peut noter le trèfle violet, pour lequel on a eu une forte augmentation des populations de Xiphinema index dans l'essai dans lequel il a été testé, mais on l'a testé que dans un essai. Et puis, l'essai en Bourgogne, pour lequel on a eu un échec important avec l'ensemble des plantes, et en particulier pour la luzerne en rouge et la vesse velue en vert, qui avaient pour autant donné de bons résultats dans les précédents essais. La luzerne ayant donné les meilleures réductions de population de nématodes par ailleurs dans l'essai sur Arsac. Le sainfoin a également pas donné de différence significative avec le témoin sol nu. Tous les autres plantes ont donné des bons résultats avec une réduction des populations de Xiphinema index. Au final, les meilleurs résultats ont été obtenus tout de même avec la luzerne, mais c'est l'avoine pour laquelle on a les résultats les plus constants. L'ensemble de ces résultats est résumé dans une plaquette qui a été rédigée par l'ensemble des partenaires participant à un précédent projet financé par France Agrimaire, qui est la plaquette que vous pouvez télécharger durant ce webinaire. Donc, si je résume, sur l'ensemble des plantes, donc on avait sélectionné 8 plantes à la fin de la phase 1, qui figurent ici. Un certain nombre de plantes ont confirmé leur efficacité au terrain. Il s'agit du lupin blanc et du tagette minuta, mais qui sont des plantes qu'on va pouvoir semer uniquement au printemps. Également l'avoine, la vesse velue et la luzerne, dans une moindre mesure, pour lesquelles on peut faire des semis de printemps ou d'automne seuls ou en mélange, mais Marion reviendra sur les différentes conditions d'implantation des plantes. Et puis, on a 2 plantes, le sainfoin et le trèfle violet, qui n'ont pas confirmé les résultats qu'on avait pu obtenir dans la phase 1 lors de la phase 2. Et vous voyez également le lotier corniculé, qui était la plante qui avait donné les meilleurs résultats lors de la première étape et que vous n'avez pas pu voir sur le précédent graphique, parce que malheureusement, c'est une plante pour laquelle on a eu des échecs de semis, ils ne sont pas développés sur les essais damiers. Et on a également plusieurs retours de viticulteurs qui nous ont confirmé ces échecs de semis. C'est une plante dont les graines sont très petites et dont le semis est difficile à réussir. Et donc, que nous avons abandonné au vu des échecs possibles de semis avec le lotier corniculé. À présent, on a attaqué la 3e phase. Donc, on va changer d'échelle. On ne va plus être sur des petites placettes de quelques mètres de côté avec un très grand nombre de placettes, mais sur un nombre de placettes plus réduit, mais de plus grande taille. Mais surtout, on va changer de critères d'évaluation. Au lieu d'évaluer l'efficacité des plantes sur la réduction des populations de Xiphinema index, comme on a pu le faire dans les 2 premières étapes, on va maintenant évaluer les plantes sur leur capacité à réduire les recontaminations par le SGFLB, ce qui est le problème principal qui nous concerne en viticulture, Xiphinema index faisant peu de dégâts directs sur vigne. Et je vais laisser la parole à Marion pour vous parler de cette 3e phase. Zut, il faut que j'active mon son, c'est mieux quand même. Bonjour à tous, merci Coralie pour
pour la parole. Donc, on va passer à la troisième phase. Donc, si vous avez suivi ce qui a été présenté par Coralie juste avant, donc l'évaluation des plantes nématicides, de l'efficacité des plantes nématicides a été faite par étapes. Donc, le screening en pot, les essais damier dont l'objectif était de voir l'efficacité sur les nématodes vecteurs. On a vu, Coralie vient de nous montrer que il y avait une efficacité sur les effectifs de nématodes, mais pour autant, on s'attend à ce qu'il reste des nématodes. Par conséquent, ces nématodes peuvent transmettre le cournouet. Et la question qui vous intéresse, qui intéresse les viticulteurs, c'est que d'accord, ça diminuerait la population de nématodes. Est-ce que ça, c'est suffisant pour voir un retard ou une diminution des contaminations par le virus des vignes, ou un retard de ces contaminations qui pourrait motiver leur utilisation? Donc voilà, donc c'est la dernière phase, on va dire, des essais qu'on a appelés bandes, parce que comme vous venez de le voir, ils sont en forme de bande. Donc je vais vous le détailler maintenant. Donc ce sont des essais au vignoble, comme les essais damier, mais là plus grands, donc sur des parcelles de vignes qui peuvent être une parcelle de vigneron entière, quoi. Les modalités qu'on compare, exactement comme précédemment, on va comparer les plantes avec un témoin sol nu. Dans quelques cas, on a comparé à un témoin avec des plantes a priori neutres, c'est-à-dire des plantes qui n'ont a priori pas d'effet nématicide, mais on va dire que dans la grande majorité des cas, et la philosophie des essais, c'est d'avoir un témoin sol nu, c'est-à-dire que ce qu'on veut savoir, c'est si les plantes améliorent l'efficacité d'un repos du sol seul. Voilà. Le principe de ces essais est assez simple. On a une parcelle de vigne en production qui est très cournouée. On s'assure qu'elle est très cournouée. Le vigneron a prévu de l'arracher. Il l'arrache. On met en place 2 cycles de jachère de plantes, donc sur 2 saisons. Le vigneron replante sa parcelle. Et le principe est toujours aussi simple, c'est qu'on suit les recontaminations par le cournouet de la parcelle fille. Donc, on va faire des tests ELISA, qui est la méthode, on va dire, de référence pour diagnostiquer le cournouet, à pas de temps régulier pour pouvoir comparer les contaminations du témoin qui nous intéresse, donc le repos du sol seul, avec les modalités de plantes nématicides. Et la question à laquelle on veut répondre, c'est les plantes, comme je vous le disais, les plantes apportent-elles un effet significatif supplémentaire à l'effet du repos du sol seul, qui était dans les conditions de ce réseau de 2-3 ans. Alors, les plantes qui ont été testées, en fait, donc on a un réseau d'essais, vous allez le voir à la diapo d'après, on a donc plusieurs parcelles. Les partenaires, les organismes responsables des essais devaient choisir au sein d'une liste de plantes fermée, qui était donc la liste de plantes qui avait montré son efficacité dans l'étape d'avant des essais damier. Ça, si vous avez suivi, vous avez retenu. Donc, ces plantes, c'était l'avoine fourragère, la vesse velue, la luzerne, le trèfle violet, la moutarde blanche. Donc, vous retrouvez les modalités des essais damier. On a travaillé avec l'aimable participation de Jouffret, de Rio, qui nous avait fourni dans la majorité des cas, on va dire, les plantes, les graines. Donc, c'est pour ça qu'on a des variétés qui sont, si possible, communes entre les essais. Vous avez là quelques photos des plantes à différents stades de leur développement. Alors, pour essayer de représenter le principe de ces essais, il y a ce schéma-là où on va faire défiler les différentes étapes que je viens de vous présenter. Donc là, j'ai simulé une parcelle de vigne avant arrachage, donc avec en noir, on va dire, les zones de manquant et en rouge, les zones cournouées. Cette parcelle fait presque 1 hectare, voilà. Donc c'est basé sur un cas réel du réseau. Et puis, on a choisi sur cette parcelle-là de planter 4 plantes en comparaison d'un sol nu. Donc, vous avez en jaune le colza, là, c'est un exemple, la luzerne, l'avoine, la tagette, en comparaison du sol nu marron. Et on a fait des répétitions. Donc là, sur un quart, en l'occurrence, on a fait 4 répétitions, de manière à avoir des répétitions, à voir si nos résultats étaient réguliers. Voilà, et puis, oui, la dimension des bandes, donc comme Coralie disait, c'est beaucoup plus grand que les essais damier qui étaient 3 par 3. Là, on est 9 par 30, 9 par 35 en l'occurrence. Donc, de manière à pouvoir avoir suffisamment de plants de vigne dessus et pouvoir faire un suivi cournoué. Donc, voilà la parcelle totale avec les 4 répétitions figurées.
Donc ça, c'était de 2010 à 2012. Donc on a 2 cycles de jachère sur lesquels on sème, on ressème nos plantes, etc. En 2013, le vigneron replante sa parcelle. Donc là, on a la parcelle fille qui est toute verte. Et puis, à l'intérieur de nos anciennes bandes, vous vous souvenez des bandes telles qu'elles étaient, on définit des zones. Alors là, en l'occurrence, c'est des zones de cèpes, des groupes de cèpes, des placettes qu'on va prélever en test ELISA et qu'on va analyser, de manière à décrire à chaque fois chaque bande. Alors, ça, c'est le principe de base des essais. Dans quelques cas de parcelles, en l'occurrence 3, je crois, on a replanté, enfin, le vigneron a replanté avec 2 porte-greffes différents, son porte-greffe de référence, là, l'exemple du Fercal, et le Nemadex. Donc, vous connaissez le Nemadex, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, c'est le porte-greffe qui est tolérant au Cournouet, qui a été agréé il y a quelques années, mais qui a des contraintes d'utilisation agronomique particulières, qui en fait un porte-greffe vraiment de niche, on va dire. Pour autant, dans 3 cas, en fait, dans 3 parcelles, on a voulu voir l'effet cumulé des plantes et de ce Nemadex en comparaison avec un porte-greffe non tolérant, on va dire, classique. Donc, ce réseau a été implanté entre 2009 et 2015. Donc, vous voyez que c'était quand même très étalé dans le temps. Les toutes premières parcelles ont dû être replantées en 2015. Alors, je me mélange toujours entre l'année de la jachère et l'année de la replantation. Enfin, ça vous donne une idée. Les dernières en 2015. Donc là, on se retrouve avec des parcelles qui ont des âges très variables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, que vous êtes nombreux, les vignerons, à nous demander des résultats sur les plantes nématicides, et on vous dit toujours, mais oui, ça arrive, oui, ça arrive. En fait, c'est bien que le problème, c'est qu'on est dépendant des recontaminations par le Cournouet sur ces parcelles, qui sont en conditions naturelles, et on a des parcelles d'âge très étalé. Donc, le temps qu'on ait suffisamment d'essais qui soient recontaminés pour qu'on puisse se prononcer sur une différence entre le témoin et les plantes, on est obligé d'attendre le temps qu'il faut. Voilà, et qu'on maîtrise pas, quoi. Donc, je referme la parenthèse. Donc, pour vous montrer, il y a 10 essais simples. Ce que j'ai appelé simple, c'est le principe de base sans Nemadex. Et 3 essais avec Nemadex. Donc, un à Bordeaux, un à côté de Montpellier et un en Alsace. Et vous avez là l'ensemble des partenaires qui ont participé à ce réseau depuis le début, c'est-à-dire depuis 2009. Et le réseau est toujours en cours, comme vous allez le voir. Alors, juste quelques vues des essais. On dirait un essai damier, mais c'est pas un essai damier, c'est un essai bande, c'est beaucoup plus grand. Donc, avec différentes plantes, là, avoine, luzerne, moutarde, au mois de mars. Un autre essai, l'essai champenois, avec trèfle violet, moutarde et vézevelu au mois de mai. Et puis 2 autres parcelles, une de Saint-Émilion dans le Bordelais avec une vue sur l'avoine et la luzerne. Et puis un essai à Châteauneuf-du-Pape en avril avec la moutarde sèche et fauchée, la veste qui démarre, la luzerne qui repart et le saumon. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, je ne vais pas répéter. Donc, les essais ont entre 5 et 10 ans. C'est indispensable d'avoir assez de Cournouet dans le témoin sol nu, puisqu'on veut se prononcer par rapport à ce témoin sol nu. Aujourd'hui, le réseau n'est toujours pas suffisamment contaminé pour qu'on juge, c'est-à-dire pour que le groupe des techniciens juge qu'on peut avoir une préconisation sur l'efficacité des plantes. Par contre, comme vous êtes nombreux à nous poser des questions, la seule chose qu'on est capable de vous dire pour l'instant, en l'attente des résultats, c'est que pour les vignerons qui souhaitent semer une couverture pendant la durée de repos du sol, ce qui est toujours intéressant, je pense, on le verra dans les diapos d'après, choisissez plutôt une espèce parmi la liste des plantes qu'on teste, parce que, après tout, on ne peut pas vous dire que vous avez quelque chose à gagner sur le Cournouet, mais je pense que vous n'aurez pas quelque chose à perdre pour autant. Donc, choisir une espèce aussi adaptée à vos conditions parcellaires et climatiques, évidemment, mais on va y revenir après. Tout de suite après, en fait. Donc, juste un petit rappel sur, alors, on n'est pas vraiment, on n'est pas des conseillers grande culture, donc j'espère que je vais pas dire trop de bêtises par rapport à l'adaptation de ces plantes aux différentes parcelles et aux différentes conditions climatiques. Je m'en excuse si c'est le cas. J'ai essayé de piocher des informations dans différents documents que j'ai trouvés, notamment un document qui a été édité par l'ITAB en 2012, là, que j'ai mis la référence en bas,
en bas de la diapo, choisir et réussir son couvert végétal pendant l'interculture. Et il y a pas mal d'informations intéressantes et que j'ai essayé de vous retranscrire là. Donc, le choix des plantes par rapport à la parcelle, je veux dire, hein, pas du tout par rapport au Cournouet. Donc, il faudrait déjà que vous définissiez vos contraintes, donc la durée de la jachère que vous souhaitez avoir, les dates de semis possibles pour vous, selon vos contraintes, vos choix, etc. Le type de sol que vous avez, et puis évidemment aussi un critère de coût de la semence et puis de l'itinéraire technique. Sachez qu'en plus de ces contraintes, le choix peut aussi se faire à partir d'objectifs complémentaires, on va dire de services qui peuvent être rendus par différentes plantes. Donc là, c'est assez général, hein, vous allez retrouver ce que j'ai listé là, je pense que tout le monde... vous allez retrouver des choses connues. Donc, la fourniture d'azote par ces plantes. Donc, j'ai essayé de vous donner des indications par rapport à la liste des plantes qu'on teste. Donc, on a des légumineuses, des graminées, des crucifères. Donc, les légumineuses pour l'azote sont les plus indiquées. Mais il y a aussi des plantes qui peuvent être privilégiées quand on veut piéger, au contraire, l'azote. Donc, dans une logique, par exemple, d'objectifs nitrates ou de zones protégées, on va dire. Donc là, si j'ai bien compris, c'est plutôt les crucifères, les légumineuses aussi, mais ça a l'air un peu plus compliqué. Donc retenez plutôt les crucifères, donc la moutarde dans la liste. Maintien de la matière organique du sol, donc là une logique plutôt axée graminées. Production de fourrage, si vous aviez un besoin dans ce sens de valorisation ou autre, voilà. Structuration du sol, là c'était plutôt les mélanges qui étaient indiqués parce que les plantes ont des systèmes racinaires plus ou moins différents, donc pivotants, ainsi de suite. Et la plaquette indiquait que ça pouvait être intéressant de choisir des mélanges de plantes qui avaient des systèmes racinaires différents pour avoir différents. Quand votre objectif principal, ou secondaire plutôt, pardon, est la structuration du sol. Il peut y avoir un service ou un objectif de lutte contre les adventices par effet étouffant de la plante ou allélopathique. Et puis, il y a le côté mellifère de la plupart des plantes, à part l'avoine, je pense, de notre liste. Alors, c'est ce que j'ai essayé de résumer dans ce tableau. Je ne veux pas non plus passer trop de temps. Vous le regarderez à tête reposée. Donc, là, les différentes colonnes, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, l'avantage de cette plaquette, c'est qu'elle cible par espèce la plus ou moins grande capacité en fonction du service que vous cherchez. Et ça, en gros, c'est ce que je viens de dire. Alors, ce qu'on a essayé de regarder aussi, c'est comment s'étaient implantées les différentes espèces de plantes dans les 13 parcelles d'essai du réseau. Donc, j'ai comptabilisé là donc le nombre de fois où, je cherche ma souris, le nombre de fois où la plante est présente sur 13. Donc, vous voyez qu'on a eu un succès de la luzerne qui est présente dans 12 essais sur 13. Elle s'est implantée dans 11 cas sur 12. Donc, plutôt un bon résultat, on va dire. Alors, elle est plutôt indiquée quand la durée de la jachère est supérieure à 2 ans, parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de la ressemer. Donc, c'est intéressant. Par contre, si vous êtes sûr de laisser qu'1 an, c'est peut-être pas la luzerne qu'il faut chercher, qu'il faut prendre. Donc, elle est adaptée en sol calcaire, sec. C'est plutôt une plante rustique, on va dire, qui demande quand même de préparer le sol finement, car les graines sont petites. Risque d'épuisement en azote du sol, ça c'est le fait que, si j'ai bien compris, en grande culture, quand il la sème, parfois il la sème avec un moyen de maintenir l'azote du sol, rhizobium, ou voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros il faut veiller à ça parce que c'est une légumineuse. L'avoine fourragère a été implantée dans 9 essais sur 13. J'en profite d'ailleurs pour dire, je crois que c'est celle-là, c'est bien l'avoine fourragère qu'on a plantée, c'est pas d'autres avoines. Donc c'est celle-ci, l'espèce qu'on a semée dans le réseau. Elle s'est bien implantée dans 7 essais sur 9. Je pense qu'il y avait quelques cas où elle était quand même un peu sensible au sec, dans nos essais méditerranéens en particulier. La veste velue dans 5 cas sur 13 et elle s'est toujours bien implantée. Donc, elle est donnée plutôt pour tous les types de sols, mais en particulier sableux, avec une bonne résistance au froid. Le trèfle violet n'a pas eu un grand succès dans le réseau, 2 essais sur 13 et il s'est bien implanté dans 1 sur 2.
La moutarde blanche, pour finir, 4 essais sur 13, elle a bien poussé dans tous. On est plusieurs à avoir partagé l'expérience et je l'ai retrouvée dans la plaquette. D'ailleurs, il faut être très vigilant pour la détruire avant qu'elle monte en graines parce que ça provoque des pollutions qui peuvent être très gênantes autour, des parcelles autour et même de votre parcelle. Donc pour ça, il faut la semer pas trop tôt parce qu'elle pousse vite, je crois, parce que j'ai compris. Voilà, floraison rapide, comme je disais, et elle craint le sec. C'est vrai qu'elle est d'autant plus belle que c'est pas trop séchant. Donc voilà pour les. J'en ai fini avec les essais bandes et en fait ça c'est la diapo de conclusion sur l'ensemble de ce qui vient de vous être présenté où on a essayé de vous trier ce que vous deviez retenir, si vous deviez retenir que ça. Donc les jachères nématicides, j'espère que vous avez compris dans ce que Géraldine vous a dit au début, c'est un levier de lutte parmi d'autres contre le cournouet. C'est-à-dire que malheureusement, ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte que la lutte contre le cournouet, il n'y aurait pas qu'une seule solution unique qui serait la panacée. On est obligé de combiner des outils d'efficacité partielle. Donc l'efficacité des plantes nématicides sur les nématodes est vérifiée grâce aux essais damier, mais par contre, l'efficacité pour réduire ou retarder les contaminations par le cournouet reste à prouver grâce au réseau des essais bandes dont le suivi est toujours en cours, dans le projet Jacinthe en particulier. Donc, par principe de précaution, on vous dit d'éviter la facélie, le sarrasin, le chanvre et l'orge sur les parcelles à historique cournouet pour les raisons que vous avez compris du graphique de Coralie qui est à gauche du témoin sol nu, donc qui ont l'air de multiplier le nématode en pot. Donc même si on ne les a pas testés au champ, en pot, elles multipliaient le nématode. Donc par précaution, évitez ces plantes-là sur les parcelles cournouées. Et dans l'attente des résultats des essais bandes, donc le message c'est sur un terrain à historique cournoué, alors choisissez plutôt les plantes dans la liste de celles qu'on teste. Adaptez le choix aux conditions d'implantation de votre parcelle, éventuellement rechercher d'autres services. Et alors, on voulait vraiment insister, c'est pour ça qu'on l'a mis en gras à la fin. Dans tous les cas, ça ne remplace en aucun cas, le recours à une plante nématicide, quand bien même elle aurait un effet sur le cournouet, ne remplace en aucun cas le repos du sol. Voilà. Donc ça, on voulait être vraiment clair. Et on a remis la liste des 5 espèces qui sont testées en essai bandes. Donc, je crois qu'on a terminé. Ouais. Je peux vous laisser cette diapo-là si vous voulez la lire. Et on prend les questions. Je pense que c'est le moment des questions, Caroline. Tout à fait. On a quelques questions qui sont arrivées. Notamment une première question sur les effets que peuvent avoir les plantes nématicides sur le reste de la biodiversité du sol. Est-ce que les plantes nématicides dont on a parlé, elles peuvent aussi avoir d'autres effets sur la biodiversité ou vous avez juste travaillé sur le côté nématicide ou pas? Biodiversité du sol, uniquement? Attends, je relis la question. La question, c'est la suivante. C'est les plantes nématicides sont-elles sélectives? Sinon, quel effet peuvent-elles avoir sur le reste de la biodiversité du sol? Est-ce que, par exemple, une plante nématicide, elle peut être aussi bactéricide ou virucide ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui a été regardé pour l'instant? Alors, dans les essais que j'ai présentés, ça n'a pas été regardé. Pour autant, je citais par exemple l'exemple de la facélie. La facélie, c'est une plante qui est connue pour être nématicide, mais sur un nématode qui est une nématode de la betterave et qui pour là n'est pas du tout nématicide sur Xiphinema index qui nous concerne en viticulture. Donc c'est possible qu'il y ait des effets secondaires sur des espèces non visées. Mais on ne peut pas généraliser. La seule chose qu'on est sûr, c'est d'un effet sur Xiphinema index. On n'est même pas sûr, comme je le disais aussi, d'un effet sur Xiphinema diversicodatum. Pense pas qu'elles aient un effet destructeur comme pouvaient notamment les avoir les traitements nématicides sur l'ensemble de la faune du sol. Par contre, on ne peut pas garantir qu'elles n'aient pas aussi un effet sur
sur d'autres organismes du sol. Ok. Et il y a une autre question sur pourquoi vous n'avez pas testé le seigle? Parce qu'il n'est pas connu dans la biblio pour ses effets nématicides, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Le seigle a été testé. Il fait partie des plantes neutres. D'accord. Ah oui. Autre question sur la moutarde. Pourquoi arracher la moutarde avant le développement de la graine? C'est juste pour une question de pollution, non? Ouais, oui, parce que la graine se sème, enfin, je suppose très facilement, et on a des repousses de moutarde de partout. En fait, quand elle monte à graine, elle se ressème très facilement. Et si vous la laissez monter à graine, vous faites un stock de graines de moutarde pour les 50 ans qui suivent. Bon, on a essayé, le viticulteur n'est pas forcément ravi de la faire, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut arrêter la prolifération du cournouet en utilisant les 5 espèces recommandées en engrais verts? Ce serait bien. Alors, la question, c'est quoi? C'est les 5 en mélange, ou est-ce que ces 5 espèces-là arrêtent la prolifération du cournouet? Alors, et la question telle que je la comprends moi, c'est plutôt, est-ce que si tu mets les 5 espèces recommandées en engrais verts, ça arrête d'avoir du cournouet sur ta parcelle? Donc en mélange. C'est surtout la question, elle concerne, je pense, les vignes en place. Et en l'occurrence, ça, on l'a pas testé et on peut pas assurer qu'elle freine la diffusion du cournouet au sein d'une parcelle en place, quoi, si je comprends bien la question. C'est une question qui revient souvent, en tout cas, de nous dire si on peut les utiliser sur parcelles en place pour limiter la propagation du cournouet au sein d'une parcelle. Et on l'a pas testé, on n'a pas la réponse. Oui, alors la question, elle était bien sur vignes en place. Et est-ce que si on les utilise une par une, c'est pareil, ça n'a pas été testé? Sur vigne en place? Oui, sur vignes en place. Non. J'ai une autre question qui porte sur s'il y a des essais qui ont été. Est-ce que des essais ont-ils été menés en interrond sans arrachage, ou est-ce que cela ne serait pas efficace? C'est la question précédente, c'est à laquelle Coralie vient de répondre. Oui, c'est ça, c'est la même chose. On a une autre question sur la luzerne qui est très exigeante en potasse. En grande culture, la fertilisation en potasse est de 300 unités en moyenne. Ne va-t-on donc pas appauvrir le sol en potasse en utilisant de la luzerne? Alors, je botte en touche personnellement. Je ne suis pas compétente sur la luzerne pour répondre à cette question. Je ne sais pas si Coralie ou Géraldine, vous avez une idée. J'aurais tendance à vous renvoyer vers un conseiller grande culture, mais. Alors, j'ai plus les résultats en tête, mais sur un des essais damier, la Chambre d'agriculture de la Gironde avait évalué les apports des différentes plantes mis dans l'essai. Et alors, j'ai plus les résultats en tête, mais je n'ai pas souligné de problème. L'idée était aussi de savoir si ça apporterait trop de luzerne, trop d'azote pour les futures plantations, mais l'ensemble des éléments avait été regardé et en tout cas les semis tels que recommandés ne posaient pas de problème pour les vignes implantées en suivant. Ok, alors on a plusieurs questions qui sont remontées là sur les granules de Saint-Foin et les essais avec Multifolia. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées avec eux? Bon, ce sont des essais plus champenois, donc je vais essayer de répondre. Donc, donc ce sont des essais qui sont venus après, c'est pour ça qu'ils ne font pas partie de ce qu'on a présenté aujourd'hui.
C'est plus une utilisation de la plante en tant que jachère, mais on utilise des granulés de sainfoin pour essayer à la fois de diminuer les populations de nématodes dans le sol, et on regarde également l'effet fertilisant, parce que le sainfoin, les granulés de sainfoin agissent à la fois sur les populations de nématodes et sur la plante, directement sur la plante en tant que fertilisant. Donc la première partie a été validée en laboratoire. Donc c'est l'INRA de Colmar qui s'est chargée des études en partenariat avec la société Multifolia, et donc ils ont vu un effet nématicide d'une solution d'extrait de granulés de sainfoin sur les populations de nématodes Ziphinema index en solution. Donc là, ça a été validé. On sait que les nématodes en contact de ces solutions de sainfoin meurent. Maintenant, on est en train d'essayer de mesurer les mêmes effets au champ. Et là, tout se complique, puisqu'on n'est plus dans une solution, dans une boîte de pétri, mais on essaye d'évaluer une diminution des populations de nématodes dans des conditions qui sont extrêmement compliquées, parce qu'il faut s'assurer au préalable de la présence des nématodes, en quelle quantité, appliquer le sainfoin sur un pas de temps qui est relativement long. Donc, on pense qu'il faut 4 à 5 ans pour pouvoir évaluer l'effet correctement. Et donc, les essais ont commencé il y a 3 ans et on espère avoir des premières tendances d'ici 2 ou 3 ans, dans le meilleur des cas, pour voir si on a un effet d'une part sur les populations de nématodes, et aussi voir un effet, on mesure un effet annuel sur l'état de la plante, puisqu'il y a un effet fertilisant en comparaison avec un fertilisant, un amendement classique. Donc, ce sont les essais qui sont en cours. Et là aussi, comme a dit Marion tout à l'heure, on aimerait bien vous donner des réponses rapidement, mais c'est un jeu de patience. Donc, on peut vous dire que vous ne risquez rien à mettre du sainfoin, mais on ne peut pas vous garantir que vous allez diminuer vos populations de nématodes de 10, 20, 30, 40%. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a aussi regardé s'il y avait un effet sur la flore microbienne du sol. Et a priori, s'il y a un effet, cet effet est plutôt bénéfique, mais ça, il est encore à confirmer. Dire que normalement, a priori, ça augmenterait la biodiversité fonctionnelle, en tout cas, du sol. Ok, alors j'ai une autre question, pareil, sur une nouvelle technique. On a un internaute qui nous dit que que le groupe Villemorin-Mikado commercialise depuis 2018 une carotte nématicide. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez tester? Est-ce que vous avez déjà des premiers éléments sur cette carotte nématicide? La carotte nématicide et nématicide vis-à-vis de Xiphinema index? Rien n'est précisé dans la question, j'espère. Mais... je vais me documenter. Ok, alors une question plus facile. Ça permet, Caroline, de rebondir sur faut se méfier des plantes nématicides et de la généralité du nématicide. Géraldine nous l'a bien montré au début, la diversité des nématodes est très importante et donc on ne peut pas dire qu'une plante nématicide sur un nématode va l'être sur un autre. Et comme ça ne viendrait pas à l'idée d'utiliser un antibiotique pour traiter contre le mildiou, ou voilà, c'est vraiment spécifique. Et donc, il faut bien des essais pour s'assurer que on vise bien les nématodes qui nous concernent. Mais peut-être qu'il existe une carotte. Je vais également me renseigner. Ok, merci. Une autre question qui est du coup qui est plus simple. Est-ce que vous pouvez juste rappeler quels sont les autres leviers? On en a parlé, mais je pense que comme la diapo de conclusion est encore à l'écran, est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les autres leviers que la jachère pour lutter contre le cournoué? Eh bien, je pense que Marion, elle va peut-être remettre la qui. Je suis désolée, je fais tout redéfiler. Celle-ci, Géraldine? Oui, je pense que celle-ci, elle
elle essaye en tout cas, bon, elle n'a pas la prétention d'être parfaite, mais cette diapo était pour vous montrer les leviers qui pouvaient être combinés pour lutter contre le cournoué. Donc, quand on dit lutter contre le cournoué, on essaie de lutter contre un pathosystème. Donc, vous pouvez soit agir sur la plante, soit agir sur le virus, soit essayer d'agir sur les nématodes. Donc, il y a des leviers qui visent à diminuer les populations de nématodes dans le sol. Donc là, vous retrouvez les plantes nématicides dont on a parlé. Il y a le repos du sol, qu'il ne faut pas oublier. Il y a éventuellement la forme de granulés de sainfoin. Il y a aussi d'autres leviers, puis je vais laisser mes collègues compléter, qui visent à améliorer l'état de la plante. Donc là, on agit plus sur la plante, sur sa vigueur. Donc là, ça peut être, donc c'est le matériel végétal. Donc il y a les porte-greffes vigoureux, il y a le porte-greffe Nemadex Alain Bouquet. Et puis il y a le volet qui va plus agir sur le virus. Et là, on a tout le volet prémunition. Et je pense, si vous voulez détailler sur certains leviers, mesdames. Pour compléter, donc le porte-greffe, il y a effectivement le Nemadex Alain Bouquet, mais la recherche continue à chercher des porte-greffes qui seraient pas seulement retardants, mais vraiment résistants. Et comme levier complémentaire, il y a aussi, qui n'a pas encore été étudié, mais sur lequel on a des retours de terrain, c'est le travail du sol, qui serait intéressant d'évaluer, mais on sait que certains outils au niveau de travail du sol, comme des reapers ou des chisels, peuvent avoir entraîner des diminutions de population de nématodes dans le sol. Mais il faudrait pouvoir l'évaluer pour vraiment quantifier. C'est un peu comme les granulés. Pour le moment, on ne peut pas vous dire si ça diminue de 50% ou plus les populations dans le sol. Ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé de la dévitalisation des souches au glyphosate. Alors avec le problème du glyphosate qu'on connaît actuellement, même si je ne suis pas sûre que l'usage des vitalisations soit concerné, à préciser, hein, mais du moins pour l'instant il est encore autorisé et il y a des essais anciens, enfin qui datent un peu, qui avaient montré bonne efficacité de la dévitalisation des souches pour détruire le stock de racines dans le sol, quoi. Et là, on essaye de priver le nématode de nourriture et donc diminuer encore les populations. Tout à fait. Ok, alors j'avais une autre question justement sur le travail du sol. Une personne qui nous dit que la biofumigation issue de la dégradation d'un couvert végétal détruit a donné des résultats encourageants sur méloïdogyne. Est-ce qu'on peut envisager cette technique sur vigne et xiphinema? Alors, en fait, on a par le passé plombé les sols et essayé de désinfecter nos sols avec des produits chimiques pour détruire les populations de nématodes. Mais là, il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à des nématodes qui peuvent être présents à des profondeurs très importantes. Et ce que faisait la désinfection des sols, en fait, ça désinfectait les 30-40 premiers centimètres dans le meilleur des cas. Les nématodes qui étaient enfouis en dessous, ensuite remontaient à la faveur de conditions plus favorables et se remultipliaient. Donc, si on a arrêté la désinfection des sols, c'est finalement parce que le rapport bénéfice-risque pour l'environnement n'était pas très bon, quoi. Donc, je pense que la question, elle fonctionne. Ça fonctionne sur des cultures annuelles pour désinfecter des sols de maraîchage sur des faibles profondeurs. Ça y est, de la littérature. Mais sur des sols de vigne, à mon avis, non. Mais je laisse compléter mes collègues. Je te rejoins complètement, Géraldine. On peut juste espérer une désinfection superficielle des sols qui ne résout pas le problème, quoi. Après, ça peut marcher effectivement, mais ça va de la même manière que les traitements ne traiter que le premier horizon du sol, quoi. Alors j'ai une autre question qui nous vient de Californie sur
à quelle profondeur du sol on prend les échantillons pour Xiphinema index en France? Et donc voilà, la première question c'est à quelle profondeur on mesure? Et ensuite, quel est le seuil pour ces populations? Est-ce que c'est plutôt peu de population, une population moyenne ou une population assez élevée que l'on trouve dans les échantillons de sol qu'on prélève? Alors, pour les prélèvements de sol, je ne peux pas donner une profondeur standard. En fait, c'est aussi pour ça qu'il est recommandé de faire les prélèvements dans des fosses pédologiques et pas faire des prélèvements à la tarière. D'une part, parce qu'on a une mortalité des nématodes quand on fait des prélèvements à la tarière. Ça, on a pu le comparer par rapport au prélèvement dans les fosses. Et aussi parce que le prélèvement dans une fosse pédologique nous donne le profil du sol et la position des racines. Et les prélèvements de terre pour analyser les populations de nématodes se font en fonction des positions des racines. Donc, il n'y a pas de profondeur standard, ça dépend des sols. Et après, la deuxième partie de la question, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que les sols sont très peuplés de Xiphinema? Est-ce qu'il y en a peu, moyennement ou beaucoup? Comment tu jugerais la qualité des sols viticoles français, pardon. Alors, c'est très variable. J'ai peu de comparatifs. Je ne sais pas si Marion et Géraldine par rapport à d'autres pays. La seule chose que je connais, c'est les populations qu'il y a au Chili, qui sont facilement 10 fois, 100 fois supérieures à ce qu'on peut trouver dans les maximums qu'on a pu trouver en France. Juste, en fait, en France, on considère qu'on a beaucoup de Xiphinema à partir du moment où on commence qu'on commence à compter en dizaines de nématodes, donc au-delà de 50 nématodes par litre de sol, c'est déjà très important. Et on a pu monter jusqu'à des 300, 500 nématodes par litre de sol, mais de ce que j'ai pu voir d'échantillons réalisés au Chili, on est plutôt sur des milliers de Xiphinema. Mais j'ai pas de référence dans les autres pays, et pas en Californie. Donc, c'est très dépendant, même en France, hein, c'est très dépendant des secteurs et les endroits où il y a des vieux vignobles historiquement plantés en vigne depuis des centaines d'années. Là, on arrive à avoir des populations de nématodes que nous, on considère élevées. Et j'étais en train de regarder des valeurs, on est autour de 200-300 nématodes par kilo de sol. Et quand on en arrive là, on considère qu'on en a déjà pas mal, qu'on pourrait en donner. C'est également dépendant de la composition du sol. On a généralement quand même moins, alors même s'il y a des exceptions, moins de nématodes dans les sols qui sont fortement sableux ou fortement argileux. Et quand je dis fortement, c'est très très fortement, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est très variable. Justement, pour poursuivre, on a une personne qui nous dit que elle a vu des voisins retirer les 40 premiers centimètres du sol d'une parcelle de vigne et la remplacer par de la terre végétale venant de grandes cultures. Est-ce que c'est autorisé et est-ce qu'on peut attendre des effets nématicides du fait d'avoir changé la terre de la parcelle? Peut-être que sur ces 40 centimètres-là, elle n'a pas importé de nouveaux nématodes, mais ça, rien ne le garantit. Et ensuite, parlez-moi du terroir quand vous avez remplacé 40 cm de sol. Et peut-être que les racines de vigne étaient en dessous des 40 cm. Et les nématodes aussi. Et les nématodes aussi. Donc, en tout cas, c'est une pratique qui est à prohiber. Ok, alors j'ai eu des compléments sur la carotte nématicide dont on a parlé tout à l'heure. En fait, elle est plutôt utilisée pour dépolluer les sols maraîchers. Donc, c'est normal qu'on la connaisse pas en vigne. Et apparemment, elle détruit les nématodes des sols maraîchers. Mais on sait que ces sols-là, ils sont très, très contaminés aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'essai. S'il s'agit du nématode de la carotte, en fait, il rentre dans la carotte. Contrairement à nos nématodes qui ne rentrent pas dans les racines de vigne, qui se nourrissent sans rentrer dans la racine de vigne,
Là, le nématode de la carotte, il rentre dans la carotte. Donc, quand vous arrachez la carotte, vous arrachez le nématode avec. Alors, idée de temps en temps préconçue en vigne. Quand on arrache la vigne, on arrache les racines, mais on n'arrache pas les nématodes accrochés aux racines. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, ça s'est bien calmé sur les questions qui arrivent. Je peux peut-être en prendre une dernière qui était sur la conclusion que vous aviez faite sur le lotier corniculé. Parce qu'apparemment, le lotier s'implante très bien. Il y a des agriculteurs qui ont l'habitude de dire qu'il suffit de le jeter en l'air dans une prairie pour sursemer un pré. Et vous étiez moins positif sur le fait que ça s'implantait bien. Est-ce qu'il y a eu des répétitions sur le lotier? Alors, moi, j'ai eu deux échecs en essai damier. Alors, pas jeté à la volée, en semoir monoligne, comme je l'ai montré sur les photos. Et j'ai surtout eu beaucoup de retours de viticulteurs qui, comme c'était l'espèce qui donnait les meilleurs résultats après la phase 1, avant qu'on ait les résultats d'essai damier, plusieurs viticulteurs qui l'ont essayé. Et alors, peut-être que c'est dû au sol viticole, voilà, qui ne sont pas forcément très fertile, mais c'est surtout déjà la luzerne et le trèfle, c'est des petites graines et c'est des fois difficile à bien préparer le lit de semences pour les semer. Le lotier, c'est encore une graine plus petite et faut vraiment bien. Le retour qu'on avait, et j'avais échangé avec Geoffrey Driot là-dessus, bien préparer le lit de semences. C'était les conseils de Geoffrey Driot pour que ça réussisse. Après, je veux bien croire que ça marche, mais du coup, nous, voilà, on a préféré ne pas continuer avec vu les échecs qu'on avait eus. Mais bon, après, si ça part, ça avait donné des bons résultats sur la phase 1, mais on n'a pas de confirmation dans les essais terrain. La difficulté, c'est que pour conseiller une plante et qu'elle fonctionne, enfin, il faut aussi qu'elle soit performante agronomiquement, parce que sinon, si c'est pas transférable au champ et pas pratique pour le viticulteur, ça ne fonctionnera pas. Ok. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les mycorhizes qui pourraient protéger légèrement les racines? Ça sera notre dernière question, parce que je vois que l'heure tourne. J'ai pas entendu la question, excusez-moi. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les mycorhizes qui pourraient protéger légèrement les racines des nématodes? Alors, pas par rapport, on a essayé les mycorhizes, mais pas vis-à-vis des nématodes. Enfin, on l'a pas évalué par rapport à ça, on l'a évalué pour meilleure assimilation des nutriments, meilleure absorption de l'eau, mais pas forcément pas par rapport aux nématodes. Donc, je ne sais pas. On va pouvoir revenir sur les diapos de fin de la présentation. On n'a pas de nouvelles questions qui arrivent. Voilà. Peut-être juste remettre la diapo précédente où il y a vos adresses mail si jamais il y a des questions et des précisions que vous voulez voir arriver. Donc voilà, vous pouvez noter les adresses mail de nos 3 intervenantes, Coralie, Géraldine et Marion. Et ensuite, dans les dernières choses que je voulais vous dire, c'est qu'il reste encore quelques webinaires du plan dépérissement. Il y en aura un la semaine prochaine, mardi prochain, à 18h, sur la qualité des plants, avec les résultats d'un programme sur l'amélioration de la qualité des plants qui est financé par le plan dépérissement. C'est un webinaire qui sera du coup animé par Giovanni Varelli, le président de Vitipeps, et Nathalie Aulat de l'INRA de Bordeaux. Le mardi suivant, donc dans 15 jours, on aura un nouveau webinaire sur la flavescence dorée et qui vous parlera plutôt de tous les programmes de recherche en cours et de toutes les pistes de recherche sur la flavescence dorée. Et on a un autre webinaire qui aura lieu très certainement tout début juillet sur la qualité biologique des sols. J'espère que ce webinaire vous aura permis de répondre à certaines de vos questions sur la lutte contre le cournoyer avec les couverts végétaux. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et merci pour votre participation.